Oui, Jennifer Pierre. Et merci infiniment. Mon nom est Vincent Vaudrey. Merci d'être présent dans la salle. Merci à la presque trentaine de personnes en ligne de vous présenter à cette première conférence en fait, d'un cycle, hein, un des deux cycles de conférences que la chaire Wilson organise cette année, à savoir les lois face au numérique. Alors, cette première conférence va parler de la loi sur la concurrence, de changements qui ont eu lieu de manière, je crois, assez conséquente en 2022. Si je peux me permettre une petite plug, en fait, on va, donc aujourd'hui, puis je vous dire deux mots, ce sera avec la professeure Quaid et professeur Pierre Larouche. Mardi prochain, nous avons notre deuxième activité. Alors, c'est un peu back-à-back avec une de tes collègues, Jennifer, avec Marina Pavlovic Oui. et maître Alexandre Plourde, qui vont parler évidemment de consommation et comment les LPC sont elles aussi modifiées par rapport aux techniques. Le 27 aussi, l'information a été mise en ligne. Je pense, nous avons, avec la chaire du notariat, dirigée par Jérémy Torres-Sett, une activité sur la loi du notariat qui a été au Québec modifiée assez en profondeur euh, euh, à l'automne dernier, donc le 27 novembre. 28 janvier, dans les agendas, Pierre-Luc Désiel, prof à Laval, et Héloïse Gratton, avocate bien connue chez Osler, vont parler évidemment de loi sur la vie privée, principalement au Québec. Et il y a deux conférences à venir à l'hiver aussi, une sur le droit d'auteur, toujours face numérique, et une sur la preuve et cet immuable code civil du Québec qui est plus difficile à changer, semble-t-il. C'est une loi comme les autres, mais ça reste qu'il y a certaines pesanteurs, semble-t-il, quand on essaye de toucher une virgule. Et donc ça, ce sera quelque part au printemps 2025. Alors je suis vraiment ravi de commencer avec deux grands spécialistes de droit de la concurrence. Alors, j'ai fait une recherche dans ChatGPT. Alors, Pierre Larouche, on réfère à un joueur de hockey né le 16 novembre 1955. Mais quand on cherche un peu, on arrive très vite sur le vrai Pierre. Jennifer, Chat, tu identifies plus en droit pénal, en responsabilité des entreprises. Alors là encore, quand on le titille, on arrive très vite sur la concurrence. Et c'était une drôlerie, je me permettais, encore une fois, parce que je voulais pas retracer vos CV respectifs très éloquents et quand vous verrez très bien que Jennifer Quaid dans un premier temps et Pierre Larouche dans un second sont des personnes tout à fait aptes de parler de ce lien entre concurrence face au numérique. Euh, on avait convenu, si je me souviens bien, que Jennifer Quaid commencerait en premier, si j'ai bien compris, à peu près 20-25 minutes, si ça convient. Et alors d'habitude, il y a une présentateur et présentatrice principale. Là, dans votre cas, vous avez décidé de faire deux présentations relativement équivalentes, donc ce qui ferait un tout au total de vous deux de 45 minutes, à peu près 45-50 minutes. L'activité est de 16h30, bon, en l'occurrence 40 jusqu'à 18h. Donc ça laissera amplement du temps à échanger entre vous et en échanger aussi avec la salle, avec les salles, la salle présence et la salle virtuelle sur ces belles questions que assurément vous allez petit point de quincaillerie. Un code vous sera transmis, je pense, par nous à la fin de la présentation. C'est l'obligation du barreau de le dire simplement à la fin. Un code donc, pour le FCO, pour la formation continue, comme on fait pour la plupart de nos conférences. Merci infiniment, Jennifer Coué, Pierre Larouche, de votre présence ici. Et je vous donne Merci beaucoup, Pierre. Je vais d'abord chercher à partager mon écran, là. Juste au début de ma présentation, ça c'est bon. Alors, attendez.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici en salle de classe et en ligne. Je sais que vous êtes nombreux. Je vois seulement une partie des participants en ligne, donc je fais confiance à Vincent et à Nour de m'informer si jamais vous avez des personnes qui veulent poser des questions. Mon objectif ici, et je remercie aussi la chaire de l'invitation, c'est toujours un plaisir de parler de concurrence, mais encore plus en présence de mon collègue Pierre Larouche. On a passé beaucoup de temps ensemble récemment pour discuter de sujets de concurrence et c'est un plaisir d'avoir la possibilité d'échanger parce qu'en fait, il y a énormément de matière à réflexion. Actuellement, on est dans un moment peut-être unique en droit de la concurrence au Canada. Et du moins, je pense pour le reste de mes jours, hein. Peut-être un autre siècle, il va y avoir un autre moment. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous dresser un petit peu le tableau d'abord juste pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est quoi le droit de la concurrence et un peu juste présenter le régime tel qu'il existe au Canada pour ensuite enchaîner sur les modifications et le processus de modification. Je vais toutefois passer à travers certaines choses parce que Pierre va plutôt parler de ces aspects-là. L'objectif ici, c'est de jeter de la lumière sur la réforme à la lumière des défis numériques. Mais comme vous allez voir, en fait, il faut aller creuser et regarder parce que c'est pas, ça saute pas nécessairement aux yeux que cette modification est une réponse aux défis du numérique. Il faut chercher un peu et par ailleurs, c'est justement la réflexion qu'on poursuit, c'est comment est-ce que ces nouvelles dispositions ce qu'on espère va également provoquer des nouvelles façons de faire et des nouvelles approches de mise en application de la loi. Comment est-ce que réellement ça va pouvoir servir à répondre à ces défis-là? Euh, alors, euh, je vais simplement bouger ça. Petit survol, un petit peu d'histoire. L'encadrement juridique de près ou de loin du sujet qu'on considère maintenant comme étant la concurrence, c'est-à-dire l'ensemble des règles à la fois législatives et jurisprudentielles qui encadrent le fonctionnement des marchés et fonctionnement des marchés dans un système essentiellement capitaliste, faut le dire, euh, date de 1889. Et des fois, les autorités canadiennes aiment bien se vanter du fait qu'ils sont un an avant les Américains, mais c'est pas vraiment très significatif parce que la loi, pendant très longtemps, qui a changé de nom et a navigué entre le code criminel et une législation particulière, a été entièrement criminelle et appliquée de manière plus ou moins efficace et souvent pas vraiment appliquée, en fait. Mais c'était destiné surtout à contrôler ce qu'on appelle les trusts ou les coalitions, et également la monopolisation. Euh, Comme vous pouvez sans doute le savoir, utiliser le droit pénal euh, uniquement pour répondre à des enjeux de nature économique marche plus ou moins bien. Et donc, ce qui s'est produit en 1986, c'est qu'on a décidé de vraiment euh, entamer une réforme pour moderniser la loi. Ceci était, je me rends compte que je ne suis pas la bonne diapo. Excusez-moi, c'était mon plan. Euh, c'est vraiment la version abrégée, hein, c'est les Coles Notes. Mais ça commence l'année de ma naissance, en fait, 169, le rapport intérim du Conseil économique du Canada sur la politique en matière de concurrence. Il n'y a jamais eu de rapport final, c'est un peu le dernier mot. Et pour certains, ça demeure encore la Bible de la politique en matière de concurrence. Et on voit vraiment les traces et les origines qui ont informé la structure de la loi en 86 là-dedans. Ensuite, il y a une commission royale sur la concentration coopérative. Vous voyez qu'il y a des thèmes qui reviennent fréquemment. Mais en 86, c'est vraiment, on commence une époque nouvelle. On crée une instance spécialisée pour entendre une bonne proportion des affaires, pas l'ensemble, il reviendra, le tribunal de la concurrence, qui est un tribunal administratif
un peu particulier pour les amateurs de droit administratif et si vous voulez, on peut en parler avec, avec la norme de Vavilov, mais en fait, ça a toujours été un tribunal administratif qui a posé des problèmes pour le droit administratif. Nous voyons une décriminalisation importante dans la loi, notamment pour le monopole. On intègre des recours civils et surtout on intègre le rôle de ce qui appelait à l'époque le directeur des enquêtes et à la coalition et aux coalitions, maintenant devenu commissaire de la concurrence. Mais c'était la notion d'avoir un responsable et avec ça, tout un bureau qui s'appelle maintenant le Bureau de la concurrence pour administrer et veiller à l'application de la loi. Presque tout de suite, cette loi se fait attaquer en vertu du partage des compétences et aussi des contestations en vertu de différentes dispositions de la charte. Mais au bout du compte, la constitutionnalité de cette loi est maintenue par la Cour suprême du Canada dans un arrêt très célèbre pour ceux qui sont des amateurs de droit public, l'arrêt General Motors contre City National Leasing, un arrêt de 1989. Essentiellement, on justifie la présence du fédéral dans une matière à caractère économique sur le fond du pouvoir en vertu du paragraphe 2 de l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867. Et ceci est important, je le mets là, parce que dans le, dans l'élaboration de son raisonnement, le juge en chef Dixon va expliquer que c'est important de respecter 5 critères et les étudiants de droit constitutionnel notent diligemment ces 5 critères-là. Je ne vais pas passer en revue ceci, mais simplement pour vous dire que l'accrochage de cette loi sur un pouvoir qui assure une uniformité d'application des règles à travers le pays est fondée sur le fait que ça serait inefficace et en fait contre-productif de permettre une sorte de pluralité de système au niveau provincial. Or, on est très conscient d'une ligne euh, qui se rapproche énormément des provinces et c'est la ligne de la protection du consommateur. Donc, on y reviendra là, mais retenez que la constitutionnalité de la loi, elle est très solide, mais parfois, vous allez voir des sortes de pirouettes au niveau de l'explication du mandat et de l'orientation de l'application de la loi, et c'est pour des raisons de partage de compétences. Je ferme ma parenthèse historiale. Il y a une autre série de modifications importantes dont je vais discuter, mais dans le cheminement, il y a aussi des modifications en 1999 qui ne sont pas particulièrement critiques maintenant qu'on a la réforme importante qu'on vient d'avoir, sauf que c'est un exemple déjà où on répond à une réalité sur le terrain. À l'époque, vraiment la chose qui était au milieu des modifications de 99, c'était en fait le fait que Montréal était devenu un peu le capital du télémarketing frauduleux. Et il fallait en fait confectionner une disposition particulière parce que ça rentrait plus ou moins bien dans la disposition générale d'indications frauduleuses et trompeuses. More on that later. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le changement de titre. À l'époque, c'est Conrad von Finkelstein qui occupe le poste de directeur aux enquêtes et coalitions. Et lui, il voulait vraiment avoir un titre équivalent à ses homologues européens. Donc, c'est vraiment un peu un truc de vanité. Choisi de le faire. Un autre arrêt avant d'arriver vraiment à la situation du droit actuel. En 2009, c'est la dernière fois qu'on a fait des modifications importantes. Et la raison pour laquelle je le souligne, c'est parce on avait convoqué un comité d'experts pour vraiment entendre des parties prenantes, d'étudier la question. Et ils ont passé à peu près un an à le faire avant de déposer un rapport. Et entre autres, hein, leur mandat était plus large que la loi sur la concurrence. C'était vraiment de porter un regard sur la politique économique du Canada. Et entre autres, encore une fois, hein, attendez les allusions, les liens entre la productivité, l'innovation et les conditions de marché. Donc, on est déjà préoccupé par le niveau de productivité au Canada. On est déjà préoccupé par comment faire partie de cette économie d'innovation qu'on sait mène vers l'avenir. Et on réfléchit de manière large sur comment s'outiller en tant que pays. Il y a toute une série de propositions de modification à la loi sur la concurrence qui découlent de ce rapport-là. Et la plupart sont adoptées, avec une exception intéressante maintenant. Et l'exception, c'est qu'on avait proposé de créer une sorte
de Conseil canadien de la concurrence, une sorte d'entité de policy. Et ça, on a refusé de le faire. Donc, le Bureau de la concurrence demeure d'abord et avant tout une agence de mise en application de la loi, un enforcement agency, qui, bien sûr, étudie des considérations de policy, intervient dans des projets de loi, mais qui n'a pas une fonction indépendante. Et certains voudraient, en fait, revoir, revenir sur cette question-là. Mais c'est un thème qui va revenir quand on va parler de la réalité d'aujourd'hui. C'est le commissaire de la concurrence en 2021, dans un discours très célèbre, 2022, un discours très célèbre qui mentionne, je le mentionne parce que c'est pas mon factoid, mais il la mentionne. Dans ce rapport foncé pour gagner, on mentionne le mot numérique que 2 fois. Alors, que le monde a changé en 15 ans. Et je pense que c'est une des choses qu'il faut souligner, c'est que le mouvement vers la réforme est motivé d'abord et avant tout par un sentiment que il faut agir. Le monde a changé. Le monde a beaucoup changé depuis qu'on a adopté cette nouvelle loi. Alors, je vais partager les diapos après, mais je ne vais pas passer à travers les aspects constitutionnels, mais pour ceux qui s'y intéressent, sachez que la loi sur la concurrence était un peu un punching bag constitutionnel. Et c'est peut-être une illustration pour ceux qui aiment un peu regarder les thèmes plus larges. Pourquoi tant de contestations? Pourquoi tant de litiges constitutionnels au début? Mais pensez à qui s'applique la loi et qui a les moyens de monter des contestations. C'est pas pour rien. Alors, il y a pour, euh, pour des questions à réflexion plus tard. Notre loi est vraiment conçue pour encadrer le fonctionnement des marchés. Mais il est également, et Pierre va ajouter son point de vue, qui vient surtout du contexte européen. Au Canada, un peu la vision nord-américaine de la concurrence. La concurrence est un moyen de parvenir à des résultats. On identifie 4 conséquences de la présence de marchés concurrentiels dans la loi. Ce sont l'efficacité et l'adaptabilité, en fait, je n'ai pas là-dedans, l'efficacité et l'adaptabilité économique, la participation des entreprises canadiennes dans l'économie mondiale, tout comme la reconnaissance qu'il y a des pays, des entreprises étrangères qui participent dans notre économie. Donc, on est une économie de commerce, hein, et on interagit avec une économie mondiale. La participation des PME, participation qui se veut juste et équitable, ça a beaucoup été discuté dans le contexte de la réforme. En quoi consiste une participation juste et équitable des PME? Et finalement, de fourniture de prix compétitifs et de meilleure qualité pour les consommateurs. Okay, tout ça est très beau. Euh, Là, je vais utiliser le mot qui fait absolument paniquer les économistes. La loi, elle n'est pas neutre. La loi repose sur des valeurs. Il y a des choix normatifs derrière cette loi. Et je pense que s'il y a une chose qui découle de la réforme qui est très importante, c'est la reconnaissance de ce fondement normatif et peut-être une remise en question de l'orientation et la priorisation de valeurs dans cette discussion. Or, et ça, c'est une chose qu'il faut retenir à travers toutes les discussions sur les prix excessifs, le coût de la vie, etc., etc., il y a toujours une croyance ferme en le mérite de l'économie de marché en tant que meilleur moyen de promouvoir le bien-être général. Je pense que Pierre pourra me corriger, là, mais à travers toutes les discussions sur la réforme de la loi, personne n'a dit non, mais on a besoin d'un système socialiste. On a besoin du communisme. Derrière, il y a toujours cette présomption que le capitalisme est la meilleure façon d'organiser nos affaires euh, économiques. Et je le dis parce que, entre autres, euh, je pense que on, on ne fait pas assez attention au fait que la réalité de comment on structure le capitalisme au niveau du droit corporatif, par exemple, et le droit des affaires, correspond plus ou moins aux objectifs de la réforme. Et on y reviendra peut-être dans la période des questions. Je sais que le temps avance, donc je vais accélérer. Désolée, je prends du temps à expliquer mes affaires. Je vais passer à travers ça, c'est pas super important. Vous voyez un petit peu la structure de la loi, ça c'est vraiment copier-coller, mais simplement pour vous dire que, et Pierre va dire des choses là-dessus, mais on est d'accord sur ce point. C'est une loi bizarre sur le plan structurel.
On a plein de choses là-dedans qui ont rien à voir là-dedans. On prend des choses qui devraient être dans le code criminel qui sont là-dedans. On a comme des bouts de procédure et de preuves. C'est vraiment un gros mélange et qui fait très contraste à la fois aux États-Unis et aux Européens qui ont des textes beaucoup plus courts, qui sont complétés par des directives administratives. On a des directives administratives aussi, mais on a beaucoup dans la loi, et c'était aussi un élément dans la réforme. Les politiciens étaient très, très enthousiastes à l'idée d'ajouter plein de choses dans la loi, alors qu'on avait une certaine réticence à couler dans le béton des choses qui pourraient peut-être être mieux développées et ajustées dans des règlements ou des directives administratives. Euh, L'objet de la loi, j'en ai parlé. Je pense que c'est simplement pour voir que la concurrence mène à des conséquences et on veut ces conséquences-là. Grosso modo, la loi, elle a quatre grosses parties. Je vous laisse les regarder. Dimension criminelle, c'est cartel, trucage des offres. Maintenant aussi, les complots entre employeurs, donc le non-débouchage. On a les indications trompeuses et frauduleuses, régime duel. On a les pratiques restrictives de commerce, à la fois unilatérales et collaboratives. Donc, vous voyez, et le contrôle des fusions. Je vais pour accélérer, je vais passer à travers tout ça, parce que ça, c'est l'explication du droit positif et j'ai pas le temps de le faire. Je vais tout de suite passer à à la réforme et on va parler de ce qui, je suis désolée que je dois passer à travers beaucoup de choses. Pour ceux qui sont intéressés, c'était destiné à des étudiants surtout. Euh, Mais je pense que ce que vous pouvez retenir du fait que je passe tellement à travers autant de slides, c'est que c'est un droit très technique. Et ça a toujours été un droit très technique, qui par ailleurs a été la chasse gardée des spécialistes du domaine pendant longtemps. Et je vais y arriver pour la réforme. Ça, c'était une des choses qui a vraiment changé dans cette réforme. C'était la participation et l'intérêt des personnes à s'exprimer dans le cadre de la réforme, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement historiquement participé dans ces conversations. Et ça voulait dire que des fois, on décrivait nos préoccupations de manière non standard, on utilisait des expressions qui n'étaient pas des expressions consacrées, mais qu'au bout du compte, ceci a eu beaucoup d'impact. Je suis désolée, je suis vraiment en du temps. Presque, je me dis presque, je pourrais aller plus vite. En allant au site, j'ai peur de sortir de la présentation plein écran. Excusez-moi, pour ceux qui sont en ligne, ça doit être un peu étourdissant de regarder l'écran. J'arrive. OK. La réforme. Je vous mets ici quelques, et c'est vraiment quelques aspects qui ont alimenté le mouvement vers la réforme, qui on peut débattre quand est-ce que les graines sont semées pour la première fois. Mais c'est sûr que la décision de la Cour suprême du Canada, et il n'y a pas beaucoup de décisions de la Cour suprême du Canada en matière de concurrence, dans Tervita en 2015, démarre une certaine frustration qui était déjà là, latent, mais qui a confirmé pour certaines personnes que vraiment l'arrimage entre les valeurs et comment la loi était appliquée euh, ne fonctionnait pas. Et essentiellement, dans l'affaire Tservita, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fusion qui mène dans une région, une petite région, c'est pas une fusion à travers le pays, c'est pas Roger Shaw, mais qui mène à un monopole. On l'a laissé passer parce qu'il y avait des gains en efficience. Et à l'intérieur cette décision, on voit un peu toutes les traces de l'orientation très économique, très quantitative, qui dominait le droit de la concurrence et l'application du droit de la concurrence à l'époque. Les autres choses qui ont alimenté la réforme, c'est bien sûr la montée des géants numériques et le fait qu'on a l'impression qu'ils échappent au contrôle étatique, peu importe laquelle. En fait, c'est pas juste en matière de concurrence. Et notamment, il y en a peut-être qui se rappellent, en 2020, on a conclu un accord de consentement avec Facebook pour régler une affaire de publicité trompeuse.
et on a imposé le maximum de sanctions administratives pécuniaires de 9 millions de dollars. C'est lamentable. Facebook venait l'année précédente de subir une amende de 5 milliards de la part des Américains. Donc, on voit un petit peu la différence. Euh, Pendant la pandémie également, il y avait un certain nombre de comportements qui ont attiré de l'attention du public. On peut penser au retrait coordonné des primes de héros. Il y avait d'autres choses qui se sont passées. Et je pense de manière plus générale, il y a une sorte de populisme qui a commencé à monter et à s'exprimer en une sorte de frustration envers les habitués du domaine. C'est un peu le cheminement pour ceux qui sont intéressés. Moi, je trace le début à peu près en 2021, lorsque le sommet sur la concurrence, que le Bureau de la concurrence organise maintenant à chaque année, qui porte sur l'économie virtuelle, a lieu. Et ça lance la balle. Il y a toute une série de choses qui se passent par après. Je pense que ce que vous devez retenir là-dedans, c'est que dans 3 ans, tout à coup, il y a 3 projets de loi et ils sont tous adoptés. Quelques commentaires sur le processus législatif avant de rentrer dans le détail. Comprenez qu'il y a eu, à l'origine, on pensait qu'il y allait y avoir 2 phases, mais finalement, il y a phase 2A et 2B. La phase numéro 1, c'est vraiment les premières modifications qu'on disait n'étaient pas controversées, qui touchaient des choses que depuis longtemps, tout le monde était d'accord. Pas sûr que je suis parfaitement d'accord avec cette description-là, mais il y avait à peu près 8 modifications à la loi et ça a été intégré dans une loi budgétaire, adoptée très rapidement, aucune modification. Euh, Aucune modification dans le cours législatif. Ensuite, la phase 2A, c'était un peu une surprise. On adopte une petite loi sur la taxe d'assises et les prix abordables, mais qui va effectuer des changements très importants à l'abus de position dominante dont Pierre va discuter prochainement. Ce projet de loi intègre par ailleurs plusieurs dispositions d'un projet de loi qui avait été proposé par le chef du NPD, Jagmeet Singh. Et donc, en fait, il y a une orientation très différente de comment on allait contrôler l'accumulation de la puissance commerciale. Et on voit vraiment que la volonté des parlementaires de s'attaquer à la concentration économique, elle est réelle et elle est là. Ça va extrêmement vite. Euh, il n'y a presque pas de temps d'entendre les témoins, mais on fait plein de modifications dans la phase clause par clause. Avant même que ce projet de loi est adopté, on dépose le projet de loi C-59, qui est vraiment le gros bout du bâton. Ça, c'est vraiment la plupart des modifications de substance sont là-dedans. Et ce projet de loi, il va pas tout à fait aussi vite que le projet de loi C-56, mais presque, et il est adopté, fini, terminé au 20 juin 2024. Alors, c'est un peu un tourbillon. Ça s'est passé très vite. Je ne vais pas lire tous les points sur ce diapo-là, mais je tiens à souligner que la participation publique, et surtout de groupes et d'individus qui n'étaient pas forcément a priori des personnes qui participaient dans le passé, on la voit. Dans la consultation Weston, qui a eu lieu en 2021, il y a vraiment juste les gens qui sont des super nerds de la concurrence qui participent, à peu près 30 mémoires, qui sont divisés grosso modo moitié-moitié entre ceux qui sont progressistes et ceux qui sont plutôt dire non, non, la loi, elle est bonne, on peut faire juste des petits changements. La consultation publique administrée par le ministère de l'Industrie, Développement, Sciences et Développement économique, qui commence un an plus tard, mais qui va terminer au printemps 2023, attire plus de 400 contributions qui sont publiées. Et ça inclut pas toutes les contributions individuelles de personnes qui ont dit, ben, je ne révèle pas mon identité. Alors, beaucoup de variété dans les perspectives, beaucoup de différentes solutions et suggestions et de commentaires. Je pense que j'ai déjà mentionné pour la plupart. La seule chose que je dirais, c'est parmi les facteurs qui ont contribué à la réforme, oui, il y a une modernisation pour refléter l'ère numérique. Mais en fait, cet accent-là, en 2022, les premières modifications, j'avais l'impression qu'on allait vraiment commencer à le refléter plus. Et la deuxième partie de la réforme, on se rabat beaucoup plus sur corriger des choses que le bureau aimait pas, de vraiment s'attaquer à des irritants de longue date.
Et cette vision d'envisager des nouveaux outils pour l'ère numérique, on voit que c'est moins présent que ça l'était. Or, quelque chose qui sort beaucoup plus dans la deuxième moitié, c'est en fait le potentiel d'intégrer d'autres valeurs et objectifs dans la loi sans pour autant modifier la clause objet. Et ces valeurs-là, c'est moi qui le dis à partir de ce qui se produit, c'est des enjeux liés à la durabilité et la protection de l'environnement, les questions qui touchent les travailleurs et l'emploi, et les questions de, si je peux dire, de justice ou euh, de distribution plus équitable de la richesse. Donc, on voit qu'il y a vraiment une tentative de capturer d'autres valeurs sans pour autant modifier la disposition. Alors, je vais essayer d'aller vite et ensuite je donne la parole à Pierre. Pourquoi est-ce que je mentionne les pouvoirs d'enquête? Ceci a été une des modifications très importantes euh, à la loi dans ce petit loi C56 qui a été adopté en décembre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que avant, le Bureau de la concurrence n'avait pas le pouvoir de contraindre des, euh, des entreprises à participer lorsqu'ils faisaient des études de marché. Donc, ils avaient un pouvoir d'études de marché, pas explicitement prévu à la loi, mais ils pouvaient le faire et ils pouvaient demander de l'information des participants de marché, mais ils n'avaient pas l'obligation de participer. Et ceci a vraiment atteint une notoriété particulière lorsqu'ils ont essayé d'effectuer une étude de marché dans le secteur de l'épicerie et tous les grands épiciers ont dit, on ne participe pas, on ne va pas vous aider. Ceci est important. On a ajouté un pouvoir maintenant par l'entremise de leur pouvoir d'enquête existant, par l'entremise de ce qu'on appelle l'article 11, de pouvoir aller contraindre l'obtention d'informations par une ordonnance de tribunal. Or, en faisant ça, on intègre une sorte de système d'équilibrage. Si le commissaire veut faire une enquête, il faut qu'il consulte avec le ministre. Si le ministre aimerait que le commissaire fasse une enquête, fasse une étude, il faudrait qu'il consulte. En fait, on voudrait que les deux soient d'accord que c'est opportun de faire une étude de marché dans le secteur. Donc, il y a une sorte de contrôle politique et contrôle de l'autorité qui sont censés s'équilibrer, se parler pour être d'accord. Or, avant, il n'y avait aucun contrôle sur les études de marché. Donc, on a les pouvoirs de contrainte, mais maintenant, il faut s'entendre avec le ministre. On va voir ce que ça donne. Mais vis-à-vis, notamment le secteur numérique, où on peut s'attendre à un manque de coopération, une volonté de coopérer, c'est peut-être un pouvoir intéressant. Pour les dispositions criminelles, je ne vais pas vraiment en parler parce que ça touche pas directement le numérique. Je peux en parler par après. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a créé un régime d'exception au régime de cartel, aussi de collaboration civile, mais c'est surtout pertinent pour les cartels, lorsque c'est une collaboration verte. Et une des craintes que j'ai, c'est que des collaborations qui sont hautes, qui sont vraiment dans une perspective autre, pourraient utiliser le couvert vert, si je peux le dire comme ça, pour peut-être cacher d'autres choses derrière. Dans les indications frauduleuses et trompeuses, on ne s'attaque pas directement au numérique. Il y a deux choses qui sont à noter. Un qui est plus pertinent au numérique que l'autre. Celui qui est pertinent au numérique, c'est l'ajout d'une disposition particulière sur les prix partiels, le drip pricing, comme on l'appelle. Il y a un volet civil, il y a un volet criminel, c'est-à-dire ça match exactement le régime duel qui existe. Reste à voir l'efficacité de la disposition, mais on voit avec Cineplex que le bureau est intéressé à poursuivre. J'espère que tout le monde connaît c'est quoi les prix partiels. Les prix partiels, c'est qu'en fait, ça peut exister dans le monde analogue, tout comme dans le monde numérique, mais dans le monde numérique, essentiellement, on vous prend par la main généralement à travers plusieurs écrans. Et au bout du compte, quand vous avez passé 20 minutes à tout sélectionner et tout ça, là, à la fin, on dit, ah ouais, frais administratifs 15%. Et donc, on vous arrive à quelque chose que si vous aviez su au départ, peut-être vous aurez pas passé 20 minutes. Mais on compte sur le fait que le consommateur est plus ou moins intéressé à perdre son temps, essentiellement son investissement de temps. Donc, on ambitionne
sur des réflexes naturels de l'humain qui dit, ben, j'ai déjà investi du temps. Et là, sur le bout, je suis sur le point de faire l'achat et là, je dois décider est-ce que j'accepte essentiellement ce frais additionnel qui ne sert pas à grand-chose. Aux États-Unis, on décrit ça comme des junk fees. Et c'est très récurrent dans le monde numérique. L'autre ajout très important, mais qui touche pas directement au numérique, c'est l'éco-blanchiment. Et pour ceux qui s'y intéressent, on peut en parler, mais c'est pas vraiment ça. Je passe à travers l'abus de position dominante parce que Pierre va en parler. Le droit à la réparation. Ça, je serais très intéressée à la réaction de Vincent, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus dans les questions de propriété intellectuelle et autres. Mais essentiellement, on ajoute une sorte de droit à la réparation, qui était un refrain fréquent. Les gens qui disent, maintenant, si je veux faire réparer mon auto, je ne peux plus aller à mon mécanicien qui va me bricoler quelque chose parce que tout, en fait, est contrôlé par des logiciels qui sont contrôlés par les manufacturiers. Et donc, il n'y a aucun moyen de trouver un genre plan B qui n'est pas exactement ce que le manufacturier veut avoir. On a ajouté une référence à un moyen de diagnostic et de réparation à l'intérieur d'une disposition spécifique de la loi qui traite en fait des ventes exclusives. C'est pas clair comment cette disposition va fonctionner, mais dans le contexte du numérique, presque ou de plus en plus, on a cette notion d'obsolescence programmée, qu'on préfère que les gens remplacent que réparent, qu'on contrôle en fait les moyens de réparation. On va voir qu'est-ce que ça pourrait offrir là-dedans. Je vais vite, je sais que tu me regardes. Les accords anticoncurrentiels, ça encore, ça a plus une application dans le monde concret pour le moment. Ce qui a fait exploser le débat sur les accords anticoncurrentiels, qui sont essentiellement des accords entre concurrents et autres. Ça n'a pas besoin d'être juste des concurrents. Euh, et normalement, ce sont des accords qu'on ne cache pas. Ce ne sont pas comme des cartels. Mais la loi permet de sanctionner les accords qui ont des effets anticoncurrentiels sensibles. Et on atteigne un seuil d'importance quelconque. Là où on a discuté du potentiel d'utiliser cette disposition de manière concrète, c'est dans le contexte, je ne sais pas si vous vous rappelez du cas de Dollarama en Nouvelle-Écosse. C'est encore un exemple où on légifère en fonction de quelque chose qui est arrivé. Il y avait dans le bail de ce Dollarama une clause qui disait, ben, vous ne pouvez pas offrir certains produits qui sont offerts par le Sobeys, qui est dans le même centre d'achat, et c'est qui, en fait, le locataire, ben, c'est une entité liée à Sobeys. L'idée de l'utilisation de clauses restrictives dans les baux, alors qu'il y a une sorte de relation entre le locataire et une des parties, on s'interroge sur les impacts anticoncurrentiels. Pour ceux qui s'intéressent au partage des compétences, justement, la question se pose, pourquoi on ne passe pas par le droit des obligations? Et la question est légitime, à mon avis. Dans les fusions, et ensuite, j'ai presque fini. Dans les fusions, quelques modifications très importantes. D'abord, on abroge l'exception relative aux gains d'efficience. Alors, la fameuse disposition au cœur de l'arrêt Terovita, on l'élimine carrément. À quoi servait cette disposition-là? Ça permettait de faire une pondération entre des effets anticoncurrentiels et le potentiel pour la transaction d'avoir des effets bénéfiques par des gains en efficience. La difficulté concrète, c'est pas qu'on ne peut pas imaginer des effets bénéfiques d'une fusion, mais c'était un peu la manière par laquelle on le faisait. On faisait d'abord le calcul des effets anticoncurrentiels et ensuite on faisait intervenir le calcul des gains en efficience. Quel était le problème avec ça? Le commissaire devait d'abord mettre un chiffre sur ces effets anticoncurrentiels et ensuite, bon, on arrive avec le chiffre des gains en efficience. L'autre chose, c'est que sur le plan économique, si vraiment on veut rentrer dans les détails, on peut l'expliquer davantage, c'est qu'en fait, il est très difficile d'avoir un chiffre qui représente les effets anticoncurrentiels qui est vraiment plus grand que les effets qu'on calcule comme étant des gains en efficience. Ça soulève aussi d'autres questions par rapport à qu'est-ce qui constitue un gain en efficience. Est-ce qu'on reconnaît aussi la valeur de d'autres aspects qui sont plus difficiles à quantifier?
Je passe sur les détails, mais c'est un impact très important. La question, c'est est-ce qu'une simple abrogation va vraiment régler le problème? Je ne suis pas persuadée encore. On ajoute également des présomptions structurelles. C'est quoi une présomption structurelle? C'est de dire, a priori, dans certains cas, une entreprise avec une part de marché X, on va considérer que c'est déjà potentiellement problématique. Ou dans une industrie où on observe déjà un certain degré de concentration, ceci va mettre en place une sorte de renversement du fardeau, ce qui n'existait pas auparavant. Mais de manière plus générale, et c'est peut-être ça ce qu'on retient, euh, et qui va être potentiellement important dans le contexte numérique, on retient cette idée que la concentration devrait nous préoccuper davantage. Alors que pendant très longtemps, on avait une sorte d'opinion neutre par rapport à la concentration, seulement si ça cause des problèmes. Mais je pense maintenant la présence de, surtout dans le secteur du numérique, d'entreprises extrêmement grandes et extrêmement importantes souligne le potentiel qu'en fait la concentration peut être extrêmement nocive. Je parle bien sûr de la perception publique, mais je pense qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a motivé ces changements. Euh, Deux autres choses qui sont significatives, on ajoute des facteurs, et là c'est un exemple où on jette une sorte d'allusion au numérique. On reconnaît des facteurs qu'on peut prendre en compte lorsqu'on évalue si une transaction va potentiellement poser problème. On peut regarder les effets de réseau, le retranchement des opérateurs historiques, donc la entrenchment, comme on dit, et la protection de la vie privée des consommateurs. Bon, cette dernière expression-là, Pierre va en parler aussi, a été également ajoutée comme facteur dans l'abus de position dominante. Le problème avec cette formulation, c'est que personne ne sait exactement ce que ça veut dire. On sait qu'on essaye d'aller capturer la notion de données, l'importance des données, les marchés qui sont à zéro prix, par exemple, où on ne paye pas nécessairement avec de l'argent. Mais c'est pas clair encore comment on va interpréter cette disposition-là. Et est-ce que vraiment notre seule préoccupation, c'est la vie privée des consommateurs ou est-ce que c'est en fait l'accumulation de données qui n'est pas nécessairement des données de vie privée et pas nécessairement des données de consommateurs, mais ça pourrait être d'autres données. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est l'accumulation de données, même si elles ne sont pas confidentielles, et la capacité de les transformer et de les repackager qui a de la valeur. Et peut-être que cet ajustement et ce langage-là ne capte pas l'ensemble du phénomène numérique qui nous préoccupe. La dernière chose que je note, c'est que maintenant, dorénavant, oui, 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 je suis désolée. C'est qu'on va étendre pour les fins de dire quelles fusions sont importantes à examiner et notifier la notion de notification. On va maintenant inclure les ventes au Canada. Avant, on disait juste les ventes à l'intérieur du Canada ou du Canada ailleurs. Mais en fait, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut essayer de capturer des transactions qui, peut-être auparavant, tombaient en bas des seuils et ceci implique presque toujours des entreprises étrangères. Et on peut penser, entre autres, géants numériques. Je vais conclure avec une observation sur le droit d'accès privé. Beaucoup de gens pensent que ça va nous sauver. Hein? Ça va être la solution à tous les problèmes parce que maintenant, on ne dépend pas du commissaire, on peut permettre aux parties privées d'intenter de recours. On va voir. Oh, je vois que j'ai pas traduit. Je l'avais traduit, puis c'est pas le bon. Mais essentiellement, il y a une double difficulté. C'est un droit d'accès. Le droit d'accès dépend d'abord d'obtenir l'autorisation. Il faut demander au tribunal de la concurrence l'autorisation. Et qu'est-ce que ça prend pour être autorisé? Ben, soit il faut être affecté, si c'est le cas de l'abus de position dominante ou des autres pratiques unilatérales, ou encore on démontre que c'est dans l'intérêt public. Et personne ne sait ce que ça veut dire. La deuxième difficulté superposée par rapport à ça, c'est que lorsqu'on pense à peut-être des groupes d'intérêt public, de consommateurs qui voudraient peut-être intenter un recours collectif, on ne sait pas comment sera l'interaction entre ce nouveau demande autorisation d'accès privé et les recours collectifs. Et le dernier bout, c'est qu'en fait, le montant financier qu'on peut aller chercher, c'est jusqu'à concurrence du bénéfice tiré du comportement. Mais on ne sait pas encore comment on va le calculer. Et contrairement aux États-Unis, c'est pas un multiple du bénéfice,
C'est jusqu'à concurrence. Le maximum, c'est en fait le bénéfice tiré. Alors, est-ce que ceci aurait l'effet escompté, l'effet souhaité? On ne sait pas. Je m'arrête. Je suis désolée d'avoir abusé de mon temps. Oh, je vais arrêter. Et à tout, je normalement, vous devriez voir mon écran, en fait. Donc, ça me fait plaisir de m'adresser à vous tous et toutes ce soir, le petit groupe qui est ici avec nous et le plus grand groupe qui est en ligne. Donc, mes propos vont se veulent complémentaires de ceux de ma collègue, le professeur Coué. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir participer à un événement à ses côtés. C'est toujours agréable de discuter. Donc, dans mes propos, je vais parler d'abord, faire certains commentaires généraux sur les réformes récentes. Ensuite, je vais m'attarder aux questions de position dominante. Et je vais terminer avec les grandes questions, donc le droit de la concurrence canadien et les plateformes numériques et le droit de la concurrence canadien et l'IA. Donc, les réformes récentes à la loi sur la concurrence ont été présentées par ma collègue. Je me suis amusé un petit peu hier à essayer d'avoir une idée de l'ampleur des réformes. Et vous voyez que, d'accord, j'ai regardé dans le format des lois fédérales, donc le format sur deux colonnes bilingues. La réforme de la toute première avait 20 articles modificatifs qui tenaient en 8 pages. La seconde, 10 articles modificatifs en 6 pages. Et la troisième, la réforme de juin dernier, 35 articles modificatifs sur 31 pages. La loi elle-même est passée en format fédéral de 168 à 197 ou 197 pages. Donc, c'est très approximatif, mais on pourrait dire à peu près que, en termes quantitatifs, d'ailleurs, j'aurais dû écrire, à peu près le quart de la loi actuelle a été soit modifié, soit ajouté depuis 1922, de 2022. Donc, on parle de modifications assez énormes. Comme ma collègue l'a expliqué, aucun des principaux éléments de la loi n'a été épargné par la réforme. Et les trois séries, comme ma collègue l'indiquait, font partie d'un tout. Elles ont été scindées pour des fins politiques un petit peu. Vous voyez la deuxième partie, c'était la loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable. Le gouvernement voulait montrer qu'il faisait quelque chose et il y avait des réformes qui étaient disponibles tout de suite. On les a placées là, mais en réalité, elles vont avec les autres réformes. Et effectivement, un des objectifs, c'était d'amener la loi sur la concurrence au point où on peut l'utiliser dans le contexte actuel du numérique. On va revenir là-dessus. Cependant, avant, quelques remarques générales, et là, bon, c'est mon expérience à l'étranger qui parle. Donc, les réformes ne s'attaquent pas, à mon avis, à deux failles fondamentales de la loi sur la concurrence canadienne qui nous empêchent d'être un joueur sur la scène mondiale. La première, c'est que le texte législatif est trop lourd. 197 pages de texte bilingue pour couvrir ce qui, en Europe, tient dans environ une page ou deux, aux États-Unis, dans une page ou deux également. Donc, c'est pas que ces questions-là ne sont pas traitées ailleurs, mais elles ne sont pas traitées dans la législation. Elles sont traitées dans la législation secondaire et surtout dans des lignes directrices ou dans la jurisprudence des tribunaux. Vous me direz peut-être, oui, mais M. Larouche, Pierre, c'est l'esprit civiliste. Ici, vous aimeriez avoir des textes courts, concis, des énoncés de principe. Oui, mais malheureusement, l'argument ne tient pas parce que le droit américain et le droit britannique sont aussi courts et comprimés. C'est une tendance générale en droit de la concurrence d'avoir des textes courts et qui marquent le coup, au lieu d'avoir des textes un peu plus éparpillés. Et d'avoir une bonne hiérarchie des normes entre les textes principaux et les textes secondaires, les lignes directrices, le droit mou, comme on l'appelle en français, et la jurisprudence. Le résultat de tout ça, c'est que la loi canadienne, évidemment, elle manque de flexibilité. Euh, on en parlait tout à l'heure. Donc, certaines des réformes sont déjà un peu à côté de la plaque. On parlait de la protection de la vie privée. Peut-être que la formulation n'est pas idéale, mais elle ne bougera plus. Là. On en a fait 3 fois en 2 ans. Je pense qu'on n'aura plus de réforme de sitôt. Et surtout, il faut voir, avec une loi vaste au Canada, lorsqu'on se retrouve devant les tribunaux se disent, ben, c'est l'interprétation législative, on est capable de faire ça, les tribunaux sont compétents, se sentent parfaitement à l'aise
d'intervenir, alors que dans les autres juridictions, l'approche est plutôt, oh, un instant, c'est l'autorité spécialisée, les experts qui appliquent leurs lignes directrices, tout ça, c'est un monde en soi. Je vais prendre une certaine distance avant de me mêler des détails. Donc, on a un cadre qui se prête naturellement à l'interventionnisme judiciaire, et évidemment, ceux qui le savent, ce sont les avocats de la défense. Donc, c'est vraiment le paradis, un texte foisonnant comme ça. Euh, il va toujours y avoir un argument d'interprétation à quelque part qui peut être soulevé par la défense. Donc, on a une loi qui est belle sur papier, peut-être. Encore là, on peut en discuter, mais certainement, elle ouvre énormément de possibilités à la défense. En plus, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup discuté jusqu'ici, mais le cadre institutionnel canadien est beau. Là aussi, on ne tient pas la comparaison avec l'Union européenne et les États-Unis. Au Canada, on a un bureau de la concurrence qui fait les enquêtes qui est trop faible. Je ne veux pas dire de mal des gens qui composent, qui travaillent au bureau de la concurrence, ils travaillent bien, ils font leur travail, ils sont compétents, mais ils ne font pas grand-chose. En fin de compte, ils vont se présenter devant le tribunal et le bureau ne jouit pas d'un prestige énorme. Il va vraiment présenter le début d'une affaire et le tribunal est censé faire le travail de fond. Et notre tribunal de la concurrence, malheureusement, moi je dis toujours c'est Back to the Future 2. Donc, c'est les gens des années 80 qui sont parmi nous. C'est vraiment la mentalité, on l'a vu très bien dans Roger Shaw, c'est une analyse des années 80, une analyse quantitative qui est basée sur des certitudes, qu'on peut mesurer tout ça, et ainsi de suite. Euh, c'est un tribunal qui n'aide pas du tout à l'application du droit de la concurrence au Canada, alors qu'en Union européenne, l'autorité de concurrence fait tout le travail, amène l'affaire jusqu'à la décision et est soumise au contrôle judiciaire. Aux États-Unis, le système est un peu différent, mais quand même, le DOJ ou le FTC amènent l'affaire assez loin. Ce sont les autorités qui en imposent, qui font partie des discussions publiques, et les juges, oui, font un travail de décision, mais ça reste quand même une décision qui est préétablie, où on fait quelque chose qui ressemble, c'est pas tout à fait du contrôle judiciaire, mais c'est pas non plus entièrement devant les tribunaux. Donc ici aussi, on tient mal la comparaison, et la conséquence, c'est que la loi canadienne est difficile à faire. Et encore ici, ça joue à l'avantage des avocats, des avocates de la défense, qui font leur travail. Encore une fois, je ne les blâme pas, ils sont payés pour ça, mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités au Canada. Donc, c'est une loi qui est défaillante de manière fondamentale et les réformes n'ont rien changé à ça, au contraire. Maintenant, est-ce qu'il y a une spécificité canadienne qui justifie cela? Ça me fascine. Je n'ai pas encore de réponse définitive à tout cela. Sur la question du texte, je pense qu'on est vraiment dans un domaine du droit qui est assez loin de la charte. Donc, on est dans le cadre traditionnel de pensée du droit canadien qui est marqué par la souveraineté parlementaire comme principe général. Et on voit le Parlement, et comme je le dis ici, le Parlement est peut-être omnipotent en vertu du principe de souveraineté parlementaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est omniscient. Et on a comparu tous les deux devant la commission parlementaire. Les députés, encore une fois, sont des gens merveilleux qui font leur travail, mais ils vont passer une semaine sur la loi sur la concurrence. Ensuite, ils doivent passer aux amendements au code criminel ou à la loi sur, je ne sais pas, les produits pharmaceutiques. Donc, c'est pas des spécialistes. Même s'ils l'ont fait 3 fois en 2 ans, il reste quand même que il y a certaines nuances qui leur échappent et ça aurait été préférable de laisser plus de choses dans les mains des autorités. Autre spécificité canadienne, je pense qu'au Canada, on n'a pas d'expérience, voire une certaine crainte dans notre tradition de droit public envers une autorité indépendante et forte. Il y en a aux États-Unis, il y en a sur le continent européen. Encore une fois, ce n'est pas une question de common law et droit civil, c'est un concept qui existe de côté de l'Atlantique, mais au Canada, je crois qu'on hésite, encore une fois, pour des raisons de, je ne sais pas, séparation des pouvoirs ou dogme de la souveraineté du Parlement. Euh, donc, ce sont des spécificités, mais qui, d'après moi, ne justifient pas l'état du droit canadien. Il y a des progrès à faire de ce côté-là. Donc, pour en venir maintenant spécifiquement aux dispositions sur l'abus de position dominante. Donc, dans le cadre du numérique, évidemment, ce sont des dispositions clés parce que c'est les dispositions qui permettent de contrôler le comportement des entreprises qui échappent aux pressions du marché. C'est ça, une entreprise dominante, c'est une entreprise qui n'est plus soumise aux pressions du marché. Et évidemment, c'est le cas de nos grands joueurs dans le secteur numérique.
L'architecture traditionnelle de l'abus de position dominante, c'est qu'on commence par définir un marché pour comprendre où est-ce qu'on se trouve. Ensuite, on vérifie si l'entreprise est bel et bien en position dominante sur ce marché. Ensuite, on analyse le comportement de l'entreprise pour voir si elle a fait ce qu'on appelle un abus ou une monopolization aux États-Unis, donc une conduite qui a un effet sur la concurrence. Et lorsque la réponse à toutes ces questions est oui, ben on passe au redressement et aux sanctions. Et typiquement, il y a des amendes, des ordonnances qui visent à obliger l'entreprise à changer son comportement, des consentements, c'est-à-dire des tractations entre l'autorité et l'entreprise pour avoir un accord, et des dommages d'intérêt, bien sûr, dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on a changé au Canada? On a beaucoup travaillé la notion de... Malheureusement, la cohérence n'est pas encore au rendez-vous. Donc, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on a un petit peu bifurqué la définition générale de l'abus de position dominante. On a ajouté une définition générale à l'article 78.1 qui est tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l'exclusion, éviction ou mise au pas d'un concurrent ou à nuire à la concurrence. Ça, c'est une description à peu près complète de l'abus de position dominante, sauf qu'il y a un petit mot qui change un peu, c'est destiné. Bon, destiné, dans la traduction française, on voit peut-être pas exactement toute l'implication, mais dans la version anglaise, c'est intended. Donc, ici, il faut prouver l'intention de l'entreprise. Et pas besoin de vous dire que c'est pas toujours facile de prouver l'intention d'une entreprise. Donc, cette belle définition, elle est soumise aux aléas de la preuve de l'intention de l'entreprise. On y a ajouté deux illustrations. Ici, la discrimination qui vise un concurrent, mais surtout au point K, les prix de vente excessifs ou injustes, où là, on ajoute vraiment une dimension importante en droit canadien manquait ou qui n'était pas explicite et qui joue un rôle, on le voit tous les jours, là, assez important dans l'application du droit de la concurrence dans le numérique. Il y a beaucoup d'abus qui sont des abus d'exploitation plutôt que d'exclusion. Mais on ajoute un deuxième volet. Donc, il y a une deuxième route pour prouver l'abus, et c'est un comportement qui a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable, cet effet ne résultant pas d'un rendement concurrentiel supérieur. Ça, c'est la clause plus générale qui s'attarde aux effets seulement. Elle n'est pas liée à une liste d'exemples. Donc, à prime abord, il n'y aura pas de difficulté à l'appliquer à toutes sortes de cas. Cependant, ici, on voit, on a reporté ici un membre qui était ailleurs dans la structure auparavant, et du rendement concurrentiel supérieur. Donc, toujours ici, on va dire l'entreprise dominante affecte la concurrence. On n'a pas besoin de prouver l'intention, les effets sont là, mais l'entreprise va répondre en disant oui, mais on a un rendement concurrentiel supérieur. On est des meilleurs concurrents. Et je peux vous dire l'expérience avec c'est le type d'argument en Europe ou aux États-Unis, c'est que ça complique les choses et ça se transforme souvent en une chasse contre l'entreprise plaignante. Dans celle qui a été victime de l'abus, ben, on la dépeint comme une entreprise inefficace, qui ne méritait pas de rester en affaires, tout ça, alors que la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'entreprise dominante. Donc, ça, c'est le genre de clauses qui peuvent être très distrayantes. Donc, c'est une structure qu'on voit qui est assez alambiquée avec les deux volets, et surtout que si on veut avoir des sanctions plus importantes, la rédaction nous ramène les deux volets ensemble, il faut prouver les deux. Donc là, il faut prouver l'intention et l'effet pour avoir des sanctions structurelles ou pour avoir des sanctions administratives pécuniaires. Donc, ici, c'est un bel exemple de fuite en avant. Donc, on a essayé d'améliorer des failles du texte, mais finalement, on l'a rendu plus compliqué. On aurait pu aussi simplement réduire la rédaction pour aller vers une clause générale sur le modèle américain ou européen. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? L'encadrement du tribunal. Donc, ici, encore une fois, on nous présente ça comme une amélioration. Des considérations dont le tribunal peut tenir compte lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu un abus. Les entraves à l'accès sur le marché. Et ici, on voit les effets sur la concurrence hors prix. Donc, oui, on a ajouté la vie privée, on a ajouté l'innovation, tout autre facteur. Mais encore une fois, pourquoi? Pourquoi dire au tribunal ce qu'il doit prendre en compte? Le tribunal devrait être capable de faire bâtir son propre avis. Donc, ça va aussi offrir des armes
aux avocats des deux côtés, mais surtout aux avocats de la défense pour dire, non, écoutez, le tribunal n'a pas regardé ceci, ou le tribunal a regardé ceci, mais le mal fait, et ainsi de suite. Donc, oui, c'est une amélioration, oui, ça paraît bien, mais en réalité, ça risque de créer plus de discussions ou d'entraves qu'autre chose. On a alourdi les redressements et les peines. Comme on a mentionné, c'était pas très sérieux. Maintenant, bon, on est à 25 millions ou le triple du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence. C'est un concept un peu nébuleux pour l'instant, puis je pense pas que ça corresponde à aucun des concepts établis ailleurs dans d'autres juridictions, ou 3% des recettes globales brutes. On commence à être dans le sérieux. Je dirais, idéalement, si on regarde ce qui se fait en Europe, aux États-Unis, les abus de position dominante, on est dans les milliards tout de suite. Donc, au Canada, on devrait jouer dans les centaines de millions proportionnellement. Donc, peut-être qu'on va y arriver. C'est vraiment le niveau de sanction pour être pris au sérieux, au minimum. On a ajouté, donc, comme ma collègue mentionnait, les voies de recours pour les tierces parties qui peuvent elles-mêmes aussi se prévaloir de l'article 79 directement devant. Donc, si on s'éloigne un peu de tout ça, on pose la question, est-ce que la loi sur la concurrence est maintenant est-ce qu'on est bien outillé pour s'attaquer aux grandes plateformes? Bon, j'ai pas besoin de vous mentionner que c'est dans l'air du temps, donc les pouvoirs publics partout dans le monde réaffirment leur autorité sur les grandes plateformes numériques. Aux États-Unis, et on utilise le droit de la concurrence. Donc, c'est clairement, c'est ici que ça se passe. Aux États-Unis, on a ouvert des affaires contre Google, Meta, Amazon et Apple. Vous vous souvenez, donc Google vient de perdre sur le fond, mais il faut encore déterminer les redressements. Ça va être pour le printemps. Ensuite, on va aller en appel, tout ça. C'est pas complété, mais c'est quand même marquant parce qu'aux États-Unis, c'est pas facile. Le droit de la concurrence est encore dans une phase plutôt non interventionniste. Donc, c'est un grand événement qu'on a obtenu une condamnation contre Google. Meta est tout de suite après. L'affaire Meta est une affaire complexe. C'est pas sûr que ça va fonctionner. Amazon, un petit peu plus normale. Et l'affaire Apple est très, très audacieuse. C'est la dernière qui a été mise devant les tribunaux américains. Si l'autorité gagne dans Apple, c'est vraiment la remise en question du modèle fermé Apple sur la table. Ce sont des questions très importantes. En Union européenne, on a toujours continué à appliquer le droit de la concurrence et on a ajouté un élément supplémentaire en 2022, le Digital Markets Act, qui vise à accélérer les procédures. Moi, je l'interprète comme ça, donc c'est pour sortir des grandes affaires qui durent 10, 12, 15 ans et aller un peu plus rapidement. Alors, est-ce qu'on peut jouer dans la première ligue, si on peut dire, au Canada, avec la nouvelle loi sur la concurrence? Il y a des choses positives. Là, je pense que personne n'a fait du mauvais travail, mais on n'a pas réglé les failles de base. Donc, le cadre institutionnel reste trop faible, surtout pour une puissance moyenne comme le Canada. Il faudrait avoir un peu plus de levier. Euh, la distance entre le bureau et le tribunal est trop grande. Le tribunal est, à mon avis, trop vulnérable aux avocats, aux avocates qui vont servir des arguments bien montés, tout ça, contre le bureau de la concurrence, qui, comme toutes les autorités de la concurrence, n'a pas des ressources infinies. Donc, les réformes, pour moi, c'est plus un rattrapage, on en parlait. On vise plutôt à ramener la loi à un endroit ou dans un état où elle peut être utilisée dans des situations courantes au 21e siècle. Mais il y a encore une étape, un saut à faire pour être, disons, un peu en avance, puis préparé pour euh, le secteur numérique. Euh, Ce qu'on voit, à mon avis, lorsqu'on parle de la discussion au sein de la communauté globale des chercheurs, puis des praticiens, des autorités, la discussion est ailleurs. On est vraiment rendu dans les conférences à se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin de la définition du marché? Est-ce que c'est pas une mesure trop statique? Euh, on parle d'écosystème, on parle de plateforme. On remet en question la méthodologie de base du droit de la concurrence en se posant la question, puis on n'a pas vraiment de réponse au Canada, on ne s'est pas posé la question, est-ce que notre cadre traditionnel saisit le phénomène qu'on veut appréhender? La réponse dans la discussion actuelle, c'est non. Le droit de la concurrence n'est pas capable de percevoir ou d'appréhender les problèmes. Donc, il faut vraiment remettre en question les fondements de l'analyse. Et la discussion canadienne n'est pas du tout là.
Je vais m'éloigner un petit peu maintenant pour aller vers les questions de l'IA. Je pense que c'est difficile de... 2 minutes, oui, ça va aller très vite. On pourra compléter. Donc ça, c'est le Bureau de la concurrence est monté au créneau. Il y a un débat au Canada, c'est très bien. Euh, la discussion joue à 4 niveaux. D'abord, il y a l'IA en tant que marché à surveiller, donc le marché pour l'IA. Ça a un lien évidemment avec l'innovation. On va avoir des marchés innovateurs. Et ici, l'accent est dans la discussion surtout sur le contrôle des concentrations, donc les fusions, acquisitions. Il y a l'IA en tant qu'outil technologique qui est utilisé dans d'autres produits ou services et dans la gestion des entreprises. Donc, c'est l'idée de l'IA comme paramètre concurrentiel. Les entreprises se font concurrence à travers leurs produits, donc les autos, toutes sortes de choses qui ont des éléments d'IA. Et ce qui est pas mal intéressant, là, le débat commence à arriver, c'est, ouais, bon, qu'est-ce qui se passe si j'achète la prochaine génération de téléphones, j'achète un Android, et Google me dit, ben voilà, ça vient avec notre solution IA. Je dis non, moi j'aimerais avoir OpenAI, j'aimerais avoir ChatGPT au lieu de, le nom du produit Google échappe, là, Gemini, voilà. Le débat commence à s'ouvrir. Puis, donc là, c'est une question, est-ce qu'on veut intervenir pour dire à Google, écoutez, non, ça ne va pas, Android doit être ouvert. Puis bon, on ne parlera pas encore d'Apple qui a une tradition de système fermé. Donc, ça a un impact sur le marché de l'IA, mais c'est aussi des questions typiques de position dominante d'accès aux API, ainsi de suite. Troisième question, plus rapide, si l'IA en tant que si au service de l'autorité publique pour la détection des violations du droit de la concurrence, on y travaille, c'est déjà utilisé. Ça, c'est super prometteur aussi parce que on a tendance à se fier beaucoup, jusqu'à tout récemment, on se fiait essentiellement aux dénonciations puis aux plaintes pour trouver les problèmes de droit de la concurrence. Maintenant, on commence à passer à travers les données pour identifier les problèmes de manière autonome. Quatrième et dernier point, l'IA en tant qu'outil qui influence ou qui guide le comportement commercial des entreprises. Et c'est là qu'on a des questions, à mon avis, les plus intéressantes, les plus difficiles. C'est qu'on peut utiliser l'IA pour coordonner le comportement des entreprises. Il y a une première affaire où ça a été condamné aux États-Unis, l'affaire RealPage, où toute une série d'entreprises qui possèdent des appartements ont eu recours à la même entreprise qui leur offre un outil d'IA pour aider les propriétaires à déterminer le prix de location des appartements. Pas besoin de vous dire que l'outil IA est unique pour toutes les entreprises, utilise exactement les mêmes données pour tout le monde, et on s'est rendu compte que les prix des appartements commencent à se rapprocher dangereusement. Donc, oui, ça c'est un cas évident. Mais au-delà de tout ça, moi, récemment, j'écrivais des trucs un peu plus spéculatifs là-dessus. Même s'il n'y a pas de coordination, l'IA est un instrument qui pourrait toucher les fondements même de l'économie de marché, parce qu'avec l'IA, on en parlait, vous pouvez avoir des prix qui font ce qu'on appelle une discrimination au premier degré. C'est-à-dire que si je suis prêt à payer 4 dollars pour une bouteille de Coke, elle va m'être offerte 4 dollars. Si vous êtes prêt à payer 3 dollars, vous allez payer 3 dollars. Je ne le saurai pas, vous ne le saurez pas. Et ça nous prive d'un... Encore une fois, mes collègues le négligent, mais je pense que c'est un élément fondamental de la légitimité de l'économie de marché. C'est le sentiment qu'on a tous les jours, de faire une bonne affaire. Ça nous arrive tous les jours d'acheter quelque chose où on aurait pu payer plus cher. On était prêt, mais on paye moins cher. Ça, c'est un élément fondamental qui fait que les gens apprécient l'économie de marché. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est ce sentiment qu'on a toujours de Hey, c'est bien, j'ai eu un bon prix. Mais qu'est-ce qui se passe si on est dans un système où vous n'aurez plus jamais ce sentiment-là? Vous allez vous rendre compte, hey, j'étais prêt à mettre 20 dollars, ça m'a coûté 20 dollars. Ouais. Deuxièmement, les systèmes comme dans RealPage, les fournisseurs n'ont pas besoin de s'entendre. Peut-être qu'ils vont les adopter de manière purement bête et méchante parce que tout le monde cherche à utiliser les meilleurs outils, le best of breed, et de même, le système de la compagnie X va être le système qui est censé être le meilleur. Tout le monde l'adopte sans même se coordonner. Et là, on va avoir un alignement. La réponse à tout ça, c'est que oui, mais il y a toujours une entreprise qui va se dire peut-être que ça pourrait être mieux fait, peut-être qu'il y a un meilleur outil. Moi, mon problème, c'est pas que c'est un système qui fonctionne bien dans la réalité, c'est que les entreprises pourraient devenir paresseuses puis croire que l'outil d'IA est le meilleur, donne toujours le meilleur prix possible et se fie toujours à l'outil.
Donc, pour moi, il y a un potentiel de déclin d'entrepreneurship, c'est-à-dire que les entreprises vont perdre ou cesser de se poser des questions sur leur lecture de l'environnement autour d'elles. Et ce questionnement est à la base de notre entrepreneurship. Et que on se dit, ben, je suis pas sûr que l'état d'information que j'ai est optimal. Peut-être qu'il y a d'autres données, il y a d'autres informations qui permettraient un autre résultat et qui pourraient être intéressants. Si on en vient à tous utiliser des outils où on croit que, même si c'est pas vrai, on croit que ça nous donne le degré d'information optimal sur notre environnement, on travaille tous avec la même information. Je pense qu'il y a un risque sérieux pour les mêmes marchés. J'arrête ici pour le temps de votre attention. Merci, merci beaucoup à vous deux. Alors, on a un peu dépassé largement, boosté le temps. Alors, soit mettez ça sur les épaules des deux délinquants qui étaient devant nous, ou l'incapacité du président à contrôler ses oreilles. Mais c'était passionnant malgré tout. Alors, merci, merci pour tout ça. Moi, j'ai 6 questions, mais je vais pas te poser tous les questions. Ouais. Euh, donc, j'ai marqué sous les yeux. Alors, peut-être avant de laisser les gens réfléchir sur la question que vous voulez, moi, moi, je suis très coloré par d'autres domaines. Je connais pas grand-chose sur le domaine de la concurrence. On parle de consommation, qui est un domaine très connexe, mais il y a une chose qui me fascine aussi, c'est comment la Constitution de 1867 avait pas pensé le net, évidemment, et la répartition des compétences. On est souvent dans des domaines qui sont à l'orée des différentes matières. Et quand j'étais directeur du CRDP, on avait bénéficié d'un reliquat, d'un statement qui avait été fait contre TELUS à l'époque. Et j'avais toujours été interrogé par le fait que c'était le bureau de la concurrence qui avait donné des sous sur la base d'une vraie question de vie privée. Et je suppute, mais sans avoir la preuve, en fait, qu'il y a eu de la collaboration avec notamment le commissariat qui a aucun pouvoir de sanction. Là, tu disais, de plaigner sur l'incapacité de vraiment faire mal, mais en matière de vie privée, c'est une catastrophe. Le système est incapable de vivre. En fait, la capacité de punir, on l'a retrouvée même dans ces 27. On disait que la loi, oui, on a un 4% à l'européenne, mais on ne veut pas punir. C'est pour s'assurer du. Donc, il y a une double question, ce rapport à la punition, et puis, est-ce que vous avez été témoin de différentes instances de contrôle qui font ce qu'on appelle du fédéralisme collaboratif? C'est-à-dire qu'elles s'entendent entre elles pour tenter de dire, bah, toi, vas-y sur ce point, moi, je vais sur tel autre. Est-ce que vous avez été témoin d'hypothèses comme ça? Répartition des rôles. D'abord, il y a finalement une autre curiosité du Canada, c'est qu'il n'y a que le droit de la concurrence fédérale. Aux États-Unis et en Europe, tout le monde a du droit de la concurrence. Les 50 États et les États membres de l'Union européenne ont tous le droit de la concurrence. Puis, évidemment, le contenu du droit est aligné, mais l'effet combiné, c'est d'accroître la pression sur les entreprises. Vous avez énormément plus de ressources que s'il y avait une seule autorité pour l'ensemble du territoire. Et au Canada, je sais pas, mais là, je ne sais pas si General Motors ferme la porte au droit provincial de la concurrence ou si Non, non, ne pas du justifie tout. simplement que le droit fédéral. Non, non, c'est plutôt dans le sens qu'il fallait justifier la présence du fédéral dans parce que tout ce qui est commercial, a priori, c'est des propriétés de droit civil. Donc, c'était un petit peu plutôt dans cette optique-là. Les seules circonstances dans lesquelles moi j'ai une sorte de connaissance vraiment informelle de collaboration, c'est en matière de protection du consommateur. C'est-à-dire que des fois, le Bureau de la concurrence et surtout l'Office de protection du consommateur au Québec, ils vont avoir des intérêts similaires, ils vont s'intéresser à des pratiques. Je pense que sur le plan technique, et ça c'est peut-être l'exception pour le bureau, ils ont des bureaux régionaux pour les fins des pratiques frauduleuses et trompeuses. Donc à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Par ailleurs, c'est les cas qui sont présentés généralement devant les tribunaux de droit commun et donc pas devant le tribunal de la concurrence.
Alors, il y a une collaboration à ce niveau-là, mais sur les autres choses, non. J'ai entendu oui dire, mais j'ai jamais pu le confirmer, qu'on parlait potentiellement d'explorer la possibilité de légiférer en matière de concurrence en Ontario. Mais j'ai jamais pu repérer une validation de cette rumeur. Peut-être qu'il y en a d'autres. Petite question, justement, on est pratique frauduleuse et trompeuse, fausse information. Ça me semble être un secteur de la loi qui a quand même un fort potentiel pour réguler les technologies du numérique. Est-ce qu'on va être capable de break up Facebook ou Instagram? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on est capable de sanctionner, par exemple, euh, une, une entreprise qui prétend utiliser l'intelligence artificielle alors que ce n'est pas le cas, qui fait juste utiliser le buzzword pour faire mousser ses services? Est-ce qu'on serait capable aussi euh, d'utiliser euh, ce qui découle d'adapter ce qui découle des pratiques en matière de télémarketing pour sanctionner la fausse information qui serait faite par chatbot, par exemple. Donc, je serais curieuse de vous entendre. Peut-être que je suis vraiment pas une experte en droit de la concurrence, je connais rien dans le domaine. Que ces articles-là, par exemple, l'article 52, peut trouver application aux entreprises numériques OpenAI. Alors, j'ai écrit un article sur le règlement avec Facebook, qui est en fait un accord de consentement en vertu de la disposition civile 74.01. La numérotation, elle est complètement pourrie. Euh, et en fait, une des observations, mais c'est une critique que je fais dans l'article, je suis heureuse de le partager, c'est de dire, est-ce que le vrai problème avec Facebook dans ce cas-là, c'était qu'ils n'ont pas révélé qu'ils partageaient l'information, ou est-ce que c'était aussi parce qu'ils partageaient l'information? Et donc, ma réserve par rapport à l'emploi des dispositions sur la publicité trompeuse qui sont utilisées beaucoup plus fréquemment. Pourquoi? Il y a un gros avantage. Comme pour les cartels, c'est présumé être anticoncurrentiel. Il ne faut pas prouver un effet sensible sur la concurrence. Pourquoi? On rentre un petit peu dans la théorie là, de la concurrence. Parce que ne pas être honnête et transparent avec les consommateurs, c'est une violation des règles de base du marché. On pourrait avoir un débat là-dessus, mais on s'entend que la publicité implique toujours un petit peu d'exagération et d'amplification. Mais au-delà de ça, on dit ben, le marché ne peut pas fonctionner si les gens peuvent tricher et personne ne les repère. Parce qu'à ce moment-là, on a une mésallocation de la demande. Et donc, les entreprises honnêtes, ils n'ont aucun incitatif à continuer à être honnêtes parce qu'ils perdent leur part de marché. Mais je pense dans le contexte du numérique, et la raison pour laquelle on a choisi de poursuivre Facebook de cette manière-là, je pense que ça avait beaucoup à voir avec le fait qu'on n'avait pas besoin de prouver un effet anticoncurrentiel et que effectivement il y avait déception, une sorte de pas déception, un comportement qui est trompeur. Mais on avait l'avantage de tout ce qui a été récupéré par les Américains. Et c'est un peu ça la question, c'est de dire, OK, c'est bien beau d'arriver et de dire, ah, mais vous avez déjà, en fait, été après pas une fois, mais deux fois par le FTC. Et la deuxième fois, on vous a vraiment fait mal. Alors nous, on arrive pour notre petite cote là-dessus. L'autre chose que je dirais par rapport aux pratiques, parce que vos autres spéculations sont des potentiels, il faut toujours se rappeler qu'au départ, la question, c'est est-ce que c'est frauduleux ou trompeur? Et fraude, la partie fraude, hein, c'est une infraction criminelle, ça prend une mens rea subjective, c'est pas évident. C'est est-ce que ça a été frauduleux ou trompeur sur un point important? Alors, si euh, la dimension de la protection de la vie privée, d'autres choses est un point important, à ce moment-là, oui, ça pourrait faire partie de l'analyse. Mais ça revient toujours au fait, est-ce que c'est un point important? Le dernier commentaire que je ferai, c'est en fait, de plus en plus, le danger que je vois, c'est que les consommateurs sont pas en mesure vraiment de même savoir qu'ils sont en présence d'un mensonge. C'est-à-dire que on est rendu que s'il y a une telle opacité dans ce qu'on présente aux consommateurs, c'est pas parce qu'on il y a un peu ce sentiment, c'est un des principes du marché concurrentiel, c'est que ouais, ben, chacun son affaire, caveat emptor, hein, faites vos devoirs, vérifiez, mais de plus en plus, ça devient difficile pour le consommateur moyen de savoir même qu'il est en présence d'une pratique trompeuse et d'apprécier quelles en sont les conséquences. Et ça, je suis pas certaine
jusqu'où on peut aller avec les dispositions par rapport à ce phénomène-là. C'est vraiment le fait qu'on a des couches et des couches et des couches. Et avec l'intelligence artificielle, on ajoute une dimension additionnelle. Il y a un cas avec, vous savez peut-être, hein, avec Air Canada, l'intelligence artificielle. Mais c'est encore un peu rigolo et ridicule. On se rend compte. Mais reste à voir. Reste à voir qu'est-ce que ça va faire. Mais je pense que, et ensuite j'arrête, c'est pas juste le caractère trompeur. À quelque part, il y a aussi une dimension autre qui va au-delà du fait qu'on a été induit en erreur. Et c'est là où je suis pas sûre que les dispositions sur les indications trompeuses et frauduleuses captent l'ensemble de l'abus numérique qui est en train de se faire. Je sais pas si c'est un concept qui est décrit comme ça. Un des passages les plus intéressants dans les dernières années, c'est l'analyse des accords anti-fragmentation de Android dans l'affaire Google Android en Europe. Et l'argument de base de la commission, c'est de dire à Google, Android, vous le présentez comme open source, mais les accords que vous faites signer à tous les utilisateurs contredisent directement l'idée de open source en les empêchant de faire un fork, là, comment on dit en français, je ne sais pas, de séparer et c'est vu comme étant un élément d'abus de position dominante, c'est-à-dire la distance entre la représentation qui est faite à l'industrie et la réalité de la pratique commerciale de Google. Julie? J'avais peut-être une petite question. Julie, je suis avocate en télécom. Euh, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup à plusieurs reprises qu'il y avait, bon, le bureau n'avait pas les ressources ou peut-être un peu moins de crédibilité pour avancer certains dossiers. Puis il y a aussi la réforme en 2025-2028, un droit privé d'action. J'avais lu un peu sur le sujet, puis on semblait indiquer qu'au début, on était réfractaire à introduire ce type de droit parce qu'on craignait qu'il y ait une trop grande judiciarisation avec tout ce qui touchait aux contestations du droit de la concurrence. Je serais curieuse d'avoir votre perspective, à savoir, est-ce que vous pensez que ultimement, ce sera un outil efficace, peut-être, qui va permettre de pallier à l'absence de ressources du bureau, parce que des fois, en tout cas, moi, sans être impliquée, bien sûr, dans toute la processus politique, je me demandais si c'était une mesure qui avait été mise en place justement pour rééquilibrer le fait qu'il y a juste moins de ressources dans ce type d'organisation généralement. La réponse courte à ça, c'est qu'on ne le saurait pas tout de suite, entre autres parce qu'on est en période transitoire. Et comme vous avez signalé, il y a certaines dispositions qui n'entrent pas en vigueur avant l'année qui suit l'entrée en vigueur, donc c'est le mois de juin 2025. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une affaire, et là le nom m'échappe, c'est en pharmaceutique, là. Il y a une affaire où il y a déjà une partie privée qui a déposé une demande d'autorisation d'intenter un recours privé en vertu, là je suis désolée que c'est compliqué, en vertu des modifications en 2022 permettant en fait de demander la permission en vertu des dispositions de l'abus de position dominante, parce que ça c'était nouveau. Avant c'était juste l'exclusivité des ventes liées, mais là en 2022 on permet ça. Donc on a le premier cas. Mais en fait, il n'y a pas pleinement l'entrée en vigueur de toutes les dispositions par rapport à l'accès privé. Mais le bureau a déposé un genre d'intervention dans les procédures pour dire oui, on n'est pas, les dispositions ne sont pas entièrement en vigueur et la partie pertinente, c'est en fait d'ancrer la permission, l'autorisation, pas juste sur le fait que le concurrent a été affecté, mais en fait dans l'intérêt public. C'est le volet intérêt public qui ne rentre pas en vigueur tout de suite. Mais on invite au tribunal de quand même prendre en considération qu'on arrive là et de ne pas interpréter la disposition de manière à créer une sorte d'incohérence ou une sorte de droit transitoire. Alors, on voit qu'on anticipe déjà ce qui va se produire. Et je pense que il y a plusieurs aspects du demande d'autorisation qui ne sont pas encore finalement arrêtés. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le plan procédural. Je pense que le tribunal va devoir, de un, articuler des critères, mais de deux, peut-être même encadrer avec des règles. La deuxième question qui est plus importante, est-ce que, en fait, ça devrait pallier aux ressources du bureau? C'est pas ça ce qu'on a prétendu. C'était un ajout.
C'était supplémentaire. Je ne sais pas si c'est le cas, mais contrairement aux États-Unis, il n'y a pas cet incitatif, cette carotte du triple des dommages. Est-ce que vraiment tout le monde sera au rendez-vous? Donc, le type de pratique qu'on voit en dommage, c'est ce qu'ils appellent les follow-on claims. C'est-à-dire que l'autorité passe en premier, fait le travail de débroussaillage, puis ensuite les parties privées arrivent puis ajoutent les demandes. Puis l'action privée autonome, là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Le bureau quand même n'est pas dénué de toutes ressources, il n'y en a pas suffisamment, mais il est capable de monter des enquêtes compliquées. Comment ça va être fait avec des parties privées? On ne sait pas, mais c'est pas impossible. Mais la raison pour laquelle c'est bon d'avoir un travail en tandem, c'est qu'il y a la fiction à laquelle on va devoir faire face au Canada aussi à un moment donné, mais aux États-Unis puis en Europe, il faut que les autorités de la concurrence aillent de la manière la plus sérieuse possible dire à un tribunal que je vais passer 5 milliards d'amendes, puis c'est pas du pénal, c'est de l'administratif. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de satisfaire à toutes les garanties lourdes qui protègent la défense en matière criminelle. Puis bon, vous voyez qu'il y a des limites à cet argument-là. Donc, la possibilité de dire, écoutez, on va y aller plus doucement sur les sanctions pénales parce que de toute façon, vous avez les dommages-intérêts qui arrivent, puis dans les dommages-intérêts, ça peut aller aussi haut que possible parce que c'est vraiment une question d'aller récupérer ce qui a été perdu. Puis le principal problème dans les dommages, les actions en dommages, c'est que les dommages sont dispersés. Si vous avez une longue chaîne, chacun va avoir subi une partie du dommage. Donc, tous les moyens, que ce soit des recours collectifs ou des changements aux règles de preuve qui permettent de consolider les dommages, aident le mécanisme à fonctionner, puis réduisent la pression sur l'autorité de la concurrence pour aller chercher des amendes toujours plus faramineuses, puis devoir toujours faire face à des arguments que non, mais vous n'avez pas respecté nos garanties, la charte, et ainsi de suite. Donc, ça rééquilibre le jeu. Euh, je pense que c'est la meilleure manière de le concevoir, c'est ça, c'est un jeu de tandem. L'autorité utilise ses pouvoirs pour aller sortir l'information, mener l'enquête, puis c'est les parties privées qui arrivent par la suite qui font mal avec les dommages et intérêts. Il faut faire une distinction toutefois entre la possibilité d'intenter un recours en dommages en vertu de l'article 36 de la loi qui se greffe à l'existence soit d'une condamnation ou des faits qui se ressemblent à la commission d'une infraction, donc une infraction de la partie 6, cartel, trucage des offres ou publicité trompeuse. Mais pour les recours, les third-party access, la demande de permission, c'est en fait en vertu des dispositions qui sont civiles, mais qui auparavant, le commissaire avait le monopole sur les activités d'enforcement. Et là, c'est pas des recours en dommages. En fait, on ne sait pas c'est quoi. Les gens parlent beaucoup du disgorgement. Moi et ma collègue Mistral Goudreau à l'Université d'Ottawa, on n'est pas convaincu que c'est du disgorgement dans ce sens strict, mais on reste à voir c'est quoi ce montant du bénéfice obtenu de la pratique. Mais c'est pas des dommages. Et j'ai l'impression, notamment lorsque ça va être des recours d'intérêt public qui sont peut-être menés par d'autres personnes que le concurrent affecté, qu'on va voir quelles sont les limites de ce montant financier qui sera donné. L'autre chose qui est intéressante, c'est que même si c'est un concurrent pour celui qui va obtenir le montant, il est possible pour quelqu'un d'autre de demander le partage avec tous les autres qui ont été affectés par la pratique. Et donc là aussi, ça change les incitatifs pour qui va chapeauter et, au bout du compte, financer ce litige. Il y a beaucoup de questions qui restent à cet égard-là, mais je pense, a priori, on ne voulait pas suggérer que c'est une raison de diminuer ou ne pas augmenter les ressources du bureau. Est-ce que ça va être la réalité? Ça, c'est la question. Mais c'était pas ça le but. C'était vraiment qu'on ajoute à l'arsenal et pas qu'on fait une sorte de substitution dans les ressources. Mais le budget du bureau n'a pas été augmenté depuis 2021. Et on a ajouté à son mandat. Il est combien? Au total, ça, je ne le sais pas. Mais on avait fait une sorte d'ajout supplémentaire spécial de, je pense que c'était 20, 30 millions, 50 millions. Mais c'est sûr qu'on vient d'ajouter plein d'autres responsabilités, notamment en éco-blanchiment, là, qui demandent des expertises qu'ils n'ont pas. Mais je ne sais pas. Ils sont quand même 400 au bureau. C'est une entité avec une certaine présence. Là, mais
Je suis désolée, je connais pas leur budget. Il est 6h10, il faut qu'on ferme, mais peut-être juste, je pouvais pas m'empêcher, mais l'exemple que tu donnais, Pierre, par rapport aux ordinateurs qui viendraient avec le IA, dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce qui se passait avec Microsoft au tournant du siècle, hein, quand le furteur Netscape était, C'est la continuité, oui. Puis c'est Microsoft, c'est l'affaire Google aux États-Unis qui vient d'être tranchée, c'est aussi ça. Donc, c'est la question en droit de la concurrence, c'est formulé comme ce qu'on appelle des ventes liées, c'est-à-dire on met deux produits ensemble, mais évidemment, l'industrie le présente tout à fait différemment. Elle le présente comme l'intégration, le progrès, ajouter des produits pour offrir au client ce que le client ou la cliente demande. Et jusqu'ici, l'argument n'a pas fonctionné dans Microsoft, n'a pas fonctionné dans Google, mais on va voir. mais dans Microsoft, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, justement par rapport au système fédéral américain, il y avait 50 États plus le fédéral, hein. Oui. Puis Bush a été élu. Et puis, comme Microsoft avait financé sa campagne, le fédéral a débarqué. Et après, là, il y a plein d'États qui ont dit, ben, alors, ça ne vaut pas la peine. Mais le fédéral a changé son fusil d'épaule, puis ils ont eu un accord avec Microsoft. Honnêtement, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée de casser Microsoft. Parce que pensons-y, 25 ans plus tard, il y aurait eu un Microsoft Office puis Microsoft Windows. C'était essentiellement ça, la proposition. On n'est plus là maintenant. Alors que l'accord, à l'époque, tout le monde a pris l'accord en disant Bush, les règles avec Microsoft pour une bouchée de pain, mais en réalité, ça a quand même eu un impact parce que c'est ça qui a introduit l'idée que dans Windows, on peut choisir le furteur, on peut choisir le client. Donc, le client, l'utilisateur a le pouvoir de changer certains programmes accessoires. C'est devenu un réflexe, bon, pas dans l'environnement Apple, mais on voit que dans l'environnement Android, on a un peu cette possibilité-là aussi. Donc, Écoutez, il est 6h12. On va arrêter là. Au nom de tout le monde dans la salle, nom des personnes en ligne, merci infiniment de votre disponibilité, de votre science. Et il y a une personne qui a demandé si elle pouvait obtenir ta représentation PowerPoint. Alors, Pas de souci. j'ai mis Nour dans la loupe, si jamais ça vous convient. Pour la FCO aussi, le mot, Nour l'a écrit, c'est concurrence, là, pour avoir une petite réponse à donner pour ça. Donc, merci encore de votre disponibilité, de votre science et peut-être à mardi prochain.